C'était les sultans, imaginez. Ça fait un bout de temps qu'on a entendu ça. Ça fait quand même vacances. En tout cas, il y a du pep là-dedans. Bonjour à ceux qui se joignent à nous peut-être pour cette presque fin d'émission. Il est 8h44, presque 45. Il fait toujours aux environs de 18 degrés à Montréal, 13 à Rimouski, 14 à Victoriaville, 15 à Trois-Rivières et Sherbrooke. Nous avons de retour avec nous David Leroux. Il faut quand même, là, qu'on parle de Boris Johnson de façon plus large, dans quelle sorte de mouvement s'inscrit son accession imminente là, au titre de premier ministre du Royaume-Uni. On le devine, c'est dans ce mouvement populiste qui gagne plusieurs pays occidentaux, n'est-ce pas, David Leroux? Oui, absolument, Nick Payne, vous avez tout à fait raison. C'est l'incarnation britannique du populisme, Boris Johnson. C'est assez clair. C'est assez intéressant aujourd'hui d'effectuer une revue de presse de ce qu'on dit au sujet de Boris Johnson un peu partout dans le monde. On parle de lui comme d'un hyper-libéral économique. On parle de lui comme d'un conservateur extrême. On parle de lui comme d'un Trump britannique, insulte suprême s'il en est, pour l'élite médiatique et intellectuelle qu'on entend aujourd'hui, qui pullule. Mais alors ça c'est, pardon de vous interrompre, mais non, allez-y. Elle est facile, celle-là, comme on dit. Est-ce qu'on peut régler ça? Parce que, bon, d'accord, la coupe de cheveux, la corpulence, peut-être, dans une certaine mesure, mais sinon, franchement, c'est pas la même chose. Alors, oui, on a un farceur, une espèce d'amuseur public, peut-être un opportuniste à la limite, ou, quelqu'un, un excentrique, je veux bien, mais à part ça... il faut remarquer, excusez-moi à mon tour de vous interrompre, Nick. Allez-y. Depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on a droit à très peu, je souligne là, à grands traits, d'analyse politique substantielle de ce qui se passe aux États-Unis. En réalité, on nous gave depuis l'élection de Donald Trump d'espoir de le voir destitué, de scandales, bon. Mais est-ce qu'on se penche réellement de façon neutre et intelligente sur la nature de ces politiques? Qu'est-ce qu'elles veulent dire pour le peuple américain? Non, on fait tout dans cette espèce de perspective hystérique où on cherche à diaboliser le président Trump, qui est évidemment un homme qui n'est pas sans défaut, qui évidemment ne répond pas à l'image noble qu'on se fait que devrait avoir un président des États-Unis d'Amérique. Mais tout de même, est-ce qu'on peut, après tant d'années, là, est-ce qu'on peut arrêter d'être hystérique et parler politique pour vrai? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse dans les médias. Et là, ce qu'on veut faire avec Boris Johnson, visiblement, c'est lui réserver un peu le même sort, c'est-à-dire qu'on va le diaboliser dans les grands médias et on se penchera pas trop sur ce qu'il veut faire, ce qu'il est vraiment fondamentalement, parce qu'on sert encore là du terme populiste pour le décrire, mais vous, Nick et moi et certains autres avons une définition un peu plus étoffé peut-être de ce qu'est le populisme, mais pour la plupart des gens, c'est une insulte. C'est lancé à la face du monde comme une insulte et c'est un peu une étiquette là, synonyme de danger c'est l'étiquette du nivellement par le bas, de la démagogie, du recours à l'émotion, et ainsi de suite. C'est pas toujours, ce qui n'est pas toujours faux par ailleurs, sauf qu'évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire ça, non. Le populisme. Non, absolument. Mais revenons un peu à Boris Johnson. Qu'est-ce qu'il est, Boris Johnson? Il est avant tout, je crois, que ça vaut la peine de le dire, il est un réaliste politique. Il est de l'école réaliste. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il soit à la fois un hyper-libéral économique et qu'il soit aussi un conservateur de la nation, c'est-à-dire qu'il accepte les frontières, qui comprend leur importance. Ça explique aussi d'ailleurs ce réalisme-là, pourquoi les grands idéologues et les grands politiciens libéraux de la planète ne l'aiment pas. Parce que pour un réaliste, qu'est-ce que le réalisme politique? C'est une école de pensée selon laquelle le monde, la planète Terre, la planète politique, est un système anarchique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement mondial qui chapeaute et qui police les relations entre les États. Il y a, oui, des instances supranationales, mais ces instances-là n'ont pas de moyens coercitifs réels. Ils peuvent inciter, ils peuvent suggérer,
mais ils ne peuvent pas débarquer avec une armée, par exemple, et contraindre par la force un autre pays à faire ce qu'ils veulent. Ce sont des forums, en fait, des lieux de rencontre. Oui. Exactement. Et on me dira, par exemple, l'ONU, oui, peut envoyer en son nom des forces armées. Oui, certainement, mais ce ne sont pas les forces de l'ONU, ce sont des forces de pays membres de l'ONU qui acceptent de se coaliser, mais ça ne vient pas d'un gouvernement central mondial. Alors, bien sûr, ce sont des adultes consentants qui vont de leur plein gré, en fait, exactement. Et ça n'arrivera pas. Et qui, au sein de l'ONU, pratiquent la joute politique, négocient selon leurs intérêts et selon les leviers de négociation qui sont à leur disposition. Alors, pour le réaliste, donc, le monde reste un système politiquement anarchique. Là, j'ai hâte de savoir où comment vous allez faire le pont vers l'hyperlibéralisme. Vous avez dit il est réaliste, Boris Johnson, c'est un grand réaliste, et c'est la raison pour laquelle il est... il est libéral économiquement. Économiquement. Donc, c'est un plaidoyer en même temps en faveur du libéralisme économique de votre part, David Leroux? Pas nécessairement. Non, faut pas se méprendre. Alors, voilà, OK. Je veux bien vous comprendre. Alors, dites-moi, comment se fait-il qu'en hyper-réaliste, il est donc, par conséquent, inévitablement libéral sur le plan économique? C'est que pour lui, pour Johnson, le retour de frontières plus étanches en Grande-Bretagne, c'est pas un geste conservateur par essence. C'est simplement une façon pour lui de redonner à son peuple une manière plus efficace de faire jouer ses intérêts à l'échelle de la scène politique anarchique dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour lui, les Britanniques vont être mieux servis s'ils sont 100% en contrôle de leur politique. Et ça, peu importe qu'on soit dans le libre marché mondial, qu'on participe donc à toute cette vague mondialiste actuelle, ça, c'est pas pour quelque chose contre lequel Boris Johnson en a. Il en a contre la dissolution des frontières, parce qu'il ne voit pas comment les intérêts de son peuple peuvent être défendus si son peuple n'a pas souveraineté sur son territoire. Oui, et par ailleurs, cette philosophie plus protectionniste ou plus nationaliste, c'est loin d'être étranger au Royaume-Uni depuis fort longtemps. On a toujours dit qu'ils ont toujours un pied dedans, un pied dehors en ce qui concerne l'Europe, où ils ont refusé l'union monétaire, l'euro, et ainsi de suite. C'est un pays qui, depuis fort longtemps, est jaloux de sa souveraineté, en fait. Tout à fait. Tout à fait, et qui sont aussi, il faut le dire, depuis l'industrialisation, ils sont un peu les pères, si je peux dire, du libre marché, des ententes de libre-échange entre différents pays. Donc, tout cela émane d'eux. Ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, la manière dont les Britanniques ont de réfléchir cette question-là, c'est que, oui, des ententes de libre-échange, ça peut aller entre pays souverains consentants qui ont négocié selon leurs intérêts. Voilà. Alors, pour Boris Johnson, son pays, comme je le disais, va être mieux servi s'il est absolument détenteur de sa souveraineté nationale. Pour le réaliste, il faut revenir encore à cette question-là, parce que je crois qu'elle est vraiment fondamentale pour comprendre Boris Johnson. Les grandes fédérations plurinationales sont des constructions éminemment douteuses, parce que les intérêts divergent beaucoup trop d'une nation à l'autre pour que la fédération en question soit quelque chose d'autre qu'un ectoplasme qui saute d'immobilisme politique parce que tout le monde tire de tous les côtés la couverture. C'est ce qui donne plusieurs à dire que au-dessus de cette espèce de manque de cohésion, ce sont les intérêts commerciaux de quelques corporations, de quelques individus qui priment au fond, qui arrivent à trouver une convergence, et donc ça sert d'une certaine façon ces intérêts-là beaucoup plus que ceux des nations qui sont coalisées dans ces grands ensembles. Tout à fait. Et puis bon, on me dira que l'Union européenne n'est pas une fédération plurinationale. Effectivement, ce n'est pas une fédération à proprement parler. C'est une proto-fédération, parce qu'il faut rappeler que les membres fondateurs de l'Union européenne, en tout cas certains membres fondateurs, rêvaient à l'époque des États-Unis d'Europe et voyaient dans l'intégration européenne une marche inexorable vers la création d'une grande fédération qui ferait contrepoids aux États-Unis d'Amérique.
ce serait les États-Unis d'Europe. Oui, on pense à, oui, c'est ça, Daniel Cohn-Bendit en France, c'est exactement son terme, sa terminologie. Oui. Les États-Unis d'Europe, évidemment, on est très loin de la coupe aux lèvres pour ces gens-là, même à l'heure actuelle. Il y a très loin de la coupe aux lèvres parce que les peuples, naturellement, ne veulent pas abdiquer leur souveraineté. On peut difficilement leur en vouloir, considérant qu'un État, il est naturel pour un État de chercher à s'auto-conserver. Hein? C'est quelque chose, c'est un peu comme un organisme vivant, un État, c'est ce que je me plais à dire. Il cherche à croître, d'abord, et puis s'il n'est pas capable de croître, au moins il cherche à ne pas être anéanti ou gobé par plus gros que lui. Donc, c'est tout à fait normal que les peuples se révoltent aujourd'hui. Se révoltent politiquement, s'entend. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de vouloir faire ça. Il nous reste peu de temps. Allons je terminez votre phrase, mais allons ensuite allons dans le pratico-pratique sur Johnson. Il est premier ministre désigné dans un gouvernement minoritaire. Oui. Il annonce une position très simple, facile à comprendre, intelligible sur le Brexit. Nous y allons, ça finit là, arrangez-vous avec ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est réaliste, cependant? Vous dire qu'il est un réaliste? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande part de mise en marché ici, mais qu'il doit bien savoir, au fond, que sa stratégie ne peut que mener peut-être à d'autres élections, par exemple. C'est pas gagné. J'ai peine à m'imaginer qu'en tant que minoritaire, il puisse arriver à quoi que ce soit. J'anticipe, oui, des élections, un déclenchement d'élections éventuellement en Grande-Bretagne. Je ne crois pas que la question du Brexit pourra se régler avec un gouvernement minoritaire. Je crois d'ailleurs aux chances de Boris Johnson de se faire élire à la tête de ce gouvernement éventuellement lorsque des élections seront déclenchées. Et je crois qu'il peut y arriver. Je crois que s'il y a un homme, j'avais d'ailleurs déploré à l'époque du référendum sur le Brexit, j'avais déploré son départ. Je trouvais bien dommage que celui qui avait inspiré tant de Britanniques déserte, si je peux dire, le camp et laisse la négociation aux autres, alors que... Peut-être entrevoyait-il la foire d'empoigne actuelle et prévoyait-il un retour en sauveur dans une situation où les enjeux seraient au moins simplifiés, disons? Oui, c'est je crois ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Effectivement, il était peut-être un peu plus intelligent même qu'on le croyait finalement. Il voyait venir les problèmes et puis il se dit, moi je reviendrai en héros un peu plus tard. Et puis c'est très bien parce que je crois que s'il y a un homme en Grande-Bretagne actuellement qui peut régler cette question-là, non pas que Theresa May ne pouvait pas parce qu'elle était une femme, là, comprenez-moi bien, ça n'a absolument aucun rapport ce que je dis là avec le fait que ça soit un homme ou une femme, mais je crois que Boris Johnson est la personne toute désignée pour mener à bien le Brexit, ça me semble évident. Oui. Revenons au Québec et au Canada pour les 30-40 dernières secondes que nous avons. Oui. C'est peu de temps, mais tout de même, dites-moi, est-ce que comme partout en Occident d'ailleurs, comme à beaucoup d'endroits en Occident, le Canada va-t-il vivre son moment, j'allais dire Trump, mais ce serait réduire ce que je veux dire, en fait, son moment populiste, son moment, est-ce qu'on voit poindre derrière Justin Trudeau et même Andrew Scheer, qui ne se qualifie pas, je pense, pour le rôle, un leader populiste quelconque de cette... Je ne vois pas de leader canadien vraiment... mais vous oubliez Maxime Bernier. Oui, peut-être Maxime Bernier, mais bon, c'est une quantité négligeable actuellement dans les intentions de vote. Il faut qu'on se laisse, David Leroux, c'est très apprécié. Au revoir à tous. La semaine prochaine. Mais oui, bien sûr, à mercredi prochain. Bonjour tout le monde, à demain, 7h.